L'un des termes que nous avons entendus à maintes reprises de la part des Russes est dénazification et démilitarisation de l'OTAN. Penses-tu que, dans ce nouveau plan, il parle de 600 000 soldats ukrainiens, des troupes, peu importe comment on les appelle? Qui va payer pour cela, Jeff? En regardant l'économie de l'Ukraine aujourd'hui, s'ils veulent constituer une armée, disons que les Européens parlent de 800 000 soldats, qui va payer pour? Le Royaume-Uni? A-t-il une armée de cette taille? L'Allemagne? Le chiffre de 600 000, c'est bien ce qui est sur la table, non? Dans le plan tel qu'il a été publié. Je m'attendrais à ce que ce soit l'un des éléments dont les Russes voudront discuter en détail. Mais oui, le point que tu as soulevé, c'est que les Ukrainiens ne peuvent pas se permettre de l'entretenir. Ils n'ont pas l'argent. La seule façon dont cette armée pourra être maintenue, c'est si les Européens la financent. Et ce genre de situation sera complètement inacceptable pour les Russes, n'est-ce pas? Les Russes veulent que l'Ukraine soit neutre, un État neutre. Ils ne veulent pas qu'elle ait le moindre type de relation avec l'UTOWARD, l'OTAN ou autre, qui créerait une quelconque dépendance entre l'Ukraine et ses acteurs extérieurs. Donc je ne pense pas qu'ils accepteront une politique de ce genre. Mais en même temps, je pense que les Russes seront prêts à accepter que l'Ukraine dispose d'une armée de taille raisonnable, n'est-ce pas, avec laquelle elle puisse se défendre. Et, vous savez, pour lui donner, disons, une conscience de soi indépendante en matière de sécurité. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement contre la Russie que l'Ukraine pourrait avoir besoin de se défendre à l'avenir. Il y a d'autres pays dans la région avec lesquels existent divers différends, des griefs historiques. Oui, avec la Pologne, la Roumanie, la Hongrie. Il n'est pas déraisonnable pour une Ukraine neutre de soutenir qu'elle a besoin d'une armée de taille raisonnable pour se défendre à l'avenir, pour pouvoir défendre sa neutralité. Donc, je ne sais pas quel sera le chiffre exact, je n'en suis pas sûr. 600 000 me semble un peu élevé. J'ai été un peu surpris quand j'ai vu ce chiffre. Je serais surpris que les Russes aient accepté 600 000. Je pense que c'est peut-être quelque chose que les Américains ont imaginé. Mais certainement, vous savez, 2, 3, 400 000 soldats. Cela me semble tout à fait possible. Ainsi, une Ukraine neutre disposerait d'une force armée assez importante. Même si elle n'en comptait que 500 000, je pense que ce serait encore la plus grande armée d'Europe. Je ne crois pas qu'il y ait actuellement en Europe une armée aussi nombreuse, même à 400 000. Bon, les Russes veulent la neutralité, et tout ce que cela implique en termes de démilitarisation significative de l'Ukraine. Mais d'un autre côté, les Ukrainiens veulent disposer de leurs propres forces de défense pour protéger leur neutralité et leur position dans la situation donnée. Et je m'attendrais à ce qu'il soit possible de parvenir à une sorte de compromis sur la manière dont cette partie particulière de l'accord de paix pourrait se concrétiser. Tu as dit que les Européens n'étaient pas si importants en ce qui concerne l'accord entre l'Occident et la Russie. Mais comment se fait-il que le président des États-Unis n'ait toujours rien accompli? Nous approchons d'une année. Il a parlé aux Russes en Alaska, comme tu l'as mentionné, et avec le nouveau plan qui est sorti, c'est en quelque sorte... Quand j'ai dit qu'il n'était pas important, je voulais dire qu'il ne l'était pas par rapport aux négociations en cours et au processus. Ils ont en réalité été mis à l'écart. Pourquoi cela, Geoffrey? Parce qu'ils ne veulent pas la paix. Ils veulent que la guerre continue. Les Américains veulent la paix. Ils veulent un processus de paix. Ils veulent un accord. Les Européens, eux, sont plus obstructifs que constructifs dans ce processus. Mais plus généralement,
les Européens sont importants parce que, S'il n'y avait pas les Européens, Geoff, les États-Unis ne sont pas dans cette région. Les Européens, eux, y sont. les Européens vont s'occuper de l'Ukraine. Je vais le dire clairement. S'il n'y avait pas la position européenne, n'est-ce pas, c'est bien la position européenne qui fera la différence quant à savoir si l'Ukraine décide ou non de continuer à mener la guerre. Sans le soutien européen, les Ukrainiens n'auraient absolument pas d'autre choix que d'accepter l'accord proposé. Les Européens sont donc très importants à cet égard. Ils le sont aussi en ce qui concerne toute la question des avoirs gelés de la Banque centrale russe, car la majorité d'entre eux se trouvent en Europe, en Belgique en particulier. Et une partie du plan, le soi-disant plan de paix en 28 points, prévoit que ces avoirs seront dégelés et restitués à la Russie. Mais en même temps, la Russie acceptera d'allouer une partie de ces avoirs restitués à la reconstruction de l'Ukraine après la guerre. Eh bien, d'accord, mais ce sont les Européens. Ce sont les Européens qui doivent contrôler toute la question des avoirs de la Banque centrale de Russie en Europe. Et puis, la troisième raison pour laquelle les Européens sont importants, c'est que bien sûr, une partie de l'ensemble du dispositif consiste en une renégociation de l'ordre de sécurité européen en relation à la fois avec la Russie et l'Ukraine. Et évidemment, c'est un ordre de sécurité européen, donc les Européens devront accepter cela, y participer. Donc en réalité, les Européens sont très très importants pour la suite. La seule chose que je dirais, c'est que s'il y a un accord conclu et que nous avons une certaine paix, je pense que c'est à ce moment-là que la position européenne commencera à s'effriter. Je pense qu'alors, la politique européenne commencera à évoluer, n'est-ce pas? Et nous allons progresser sur ces questions. Mais oui, en réalité, dans l'ensemble, à long terme, l'Europe est essentielle à la perspective globale d'atteindre une paix stable et durable, à la fois en ce qui concerne l'Ukraine et l'Europe elle-même, ainsi que dans les relations de l'Europe avec la Russie. Donc je ne sous-estime pas l'importance de l'Europe dans ce sens. Je dis simplement que je pense qu'elle n'a pas beaucoup de poids dans les négociations actuelles entre les Russes, les Américains et les Ukrainiens. Car tout ce qu'elle a vraiment à offrir, c'est de l'obstruction. Et les Américains ne sont pas disposés à tolérer cette obstruction. Et bien sûr, c'est un autre aspect qui semble avoir changé dans la position américaine. Bien sûr, ce qui a contribué à l'échec du sommet de l'Alaska, dans le sens où aucun accord n'a été conclu en Alaska, c'est le rôle joué par les Européens, n'est-ce pas? Mais il semble que Trump et son administration aient été déterminés à tenir tête aux obstructionnistes européens. Donc, vous savez, les Européens ont eu leur mot à dire, mais ils n'ont pas été invités en Floride, n'est-ce pas? Ils n'ont pas été conviés à Washington comme la dernière fois. Il semble donc que Trump et son administration aient pris des décisions assez fondamentales. Ils vont garder les Européens à distance jusqu'à ce que cet accord potentiel se concrétise. Et à ce moment-là, ils reprendront contact avec les Européens et les impliqueront beaucoup plus dans le processus de règlement de paix qu'ils ne le sont actuellement. Penses-tu que d'ici l'année prochaine, nous parlerons encore des mêmes problèmes en Ukraine, ou qu'il se sera passé quelque chose d'important? Et comment vois-tu le processus évoluer? Parce qu'à chaque fois que Donald Trump traite avec les Européens, il envoie Marco Rubio en Europe, puis il envoie, tu sais, Steve Witkoff en Russie. Comment perçois-tu les politiques de Donald Trump? Eh bien, il n'est pas si inhabituel que des dirigeants politiques fassent appel à des envoyés spéciaux pour traiter certaines questions et certains problèmes, plutôt que de tout faire passer par le ministre des Affaires étrangères.
Bien sûr, Poutine a lui aussi ses envoyés spéciaux. Un représentant spécial qui a participé à ce processus et qui a discuté avec Witkoff de ces propositions qui ont émergé. Donc ce n'est pas une situation si inhabituelle. Mais oui, je pense que c'est assez significatif que Witkoff soit allé à Moscou de son propre chef avec Jared Kushner, non? Et Rubio n'est pas là. Je ne suis pas sûr. C'est possible. Cela peut être significatif car Witkoff semble avoir une bien meilleure compréhension et davantage de sympathie pour la perspective russe que Rubio. Et il semble que ce soit la même chose pour oui. Donc il me semble que s'il y a un signal, et il n'y en a peut-être pas, mais s'il y a un signal, le signal que Trump envoie lorsqu'il dépêche Witkoff et Kushner à Moscou pour régler les détails du plan de paix avec Poutine, et que Rubio ne les accompagne pas. Je pense que le signal que j'en tire, s'il y en a un, c'est que Trump est très sérieux à propos d'un accord de paix, qu'il veut faire ce qu'il faut pour parvenir à un accord avec les Russes. Nous devons donc être prudents. On parle beaucoup du fait que Rubio est, vous savez, un néoconservateur dans l'âme. Et oui, il ne fait pas vraiment, vous voyez, il joue le jeu parce qu'il le doit. Parce que s'il ne le faisait pas, Trump le renverrait. Mais il ne croit pas vraiment à ce processus de paix ou à cet accord de paix. Il préférerait adopter une position plus dure. Je ne sais pas, tout ça pourrait être vrai. Mais d'un autre côté, c'est peut-être, vous savez, peut-être bien plus compliqué. En coulisses, la situation est peut-être bien plus complexe que ce que les gens imaginent. L'une des choses que j'ai apprises en tant qu'historien, c'est que ce que vous lisez dans les journaux ou entendez dans les médias n'est pas la même chose que ce qui se passe réellement en privé, à huis clos, au sein du gouvernement. Et les positions que les gens adoptent, ainsi que les différences et les conflits qui surviennent inévitablement dans les processus d'élaboration des politiques, sont souvent très différents de la manière dont les médias les interprètent. Donc, il ne m'est pas personnellement évident que Rubio soit un élément entièrement négatif dans ce processus. Peut-être est-il simplement un peu plus prudent que Witkoff et Kushner. Peut-être est-il plus en phase avec la politique intérieure des États-Unis et les pressions, vous savez, car il existe encore un lobby très puissant, pro-Ukraine et anti-Russie, à l'œuvre aux États-Unis. Mais nous verrons bien. Je veux dire encore une fois, nous apprendrons très bientôt quelle est la véritable histoire. S'il y a un aboutissement à ce processus, alors il sera très clair où se situe Rubio par rapport à celui-ci, ainsi que la position des autres partis par rapport à ce possible accord de paix.